Merci à vous de vous présenter. Merci de ce me recevoir. sujet. Bonjour à tous. Donc pour ce sujet de LSWork, on a essayé de rester dans la thématique d'InCyber qui était Ready for AI. Donc Ready for AI est très bien, mais quels sont les risques que peut représenter l'intelligence artificielle dans la cybersécurité et puis les opportunités qui vont nous permettre d'utiliser cette IA pour booster les capacités à plusieurs niveaux et ça on va le voir. Alors j'ai essayé de faire un peu de documentation, de me renseigner justement sur l'IA, comment elle a été utilisée précédemment. C'est pas un nouveau topic finalement, hein, de ce que j'ai pu trouver dans les archives, entre guillemets. On a des informations comme quoi, par exemple, l'attaque TaskRabbit en 2018, donc une attaque de type DDoS, avait été faite avec l'assistant d'intelligence artificielle pour maximiser finalement le réseau de botnet qui a été utilisé pour faire cette attaque DDoS. TaskRabbit, c'est une plateforme américaine de job en ligne. Et elle a été mise à terre assez rapidement, justement parce que ce réseau de botnet était assez important et avait été d'autant plus puissant, justement, du fait de l'utilisation de l'IA. Donc voilà, c'est pas tout récent, ça a déjà existé. Ça sert notamment à démultiplier finalement les capacités des attaquants à faire des dommages sur l'infrastructure de leur cible. Un autre exemple, ce qu'ils appellent DI Locksmithing, c'est 3 chercheurs d'IBM qui l'ont présenté en 2018 à Black Hat. Et grosso modo, l'idée est de fournir au malware ou au ransomware qu'on veut utiliser plusieurs techniques d'IA pour multiplier ses capacités de couvrir ses traces et puis aussi d'apprendre de l'environnement dans lequel il est déployé pour trouver le meilleur chemin finalement pour faire, on va dire, des dégâts dans l'infrastructure client, en tout cas l'infrastructure sur laquelle il a été déployé. Là aussi, c'est des techniques finalement assez avancées, pas forcément exploitables par le commun des mortels, hein, mais voilà, ça existe et je vous invite à regarder d'ailleurs cette présentation, c'est très intéressant. Bon, et puis il y a la nouvelle thématique du jour, j'ai envie de dire, des dernières années, le LLM. Large Language Models, donc les technologies qui servent notamment à fournir les services de ChatGPT, par exemple, hein, pour ne pas le nommer. Ça, finalement, tout le monde peut l'utiliser. C'est ça qui est à la fois intéressant et dangereux. Nous autres qui essayons de protéger nos environnements, mais aussi bien sûr les attaquants qui vont pouvoir se perfectionner leurs attaques, créer des scripts peut-être plus facilement, comprendre mieux comment les infrastructures fonctionnent pour mieux les contourner en quelque sorte, hein, notamment aussi les outils de cybersécurité. Donc ça, c'est forcément à la disposition de tout le monde et on ne pourra pas faire autrement en quelque sorte. Et puis, bien sûr, cet LLM, on va pouvoir l'utiliser pour faire des phishing plus vrais que nature, faire des deepfakes pour imiter la voix de quelqu'un et faire du social engineering, par exemple. Donc là aussi, le champ des possibles est très large. Et ce dont on s'aperçoit finalement, et ça c'est le NCSC, donc l'ANSSI de l'Angleterre en quelque sorte, qui le rapporte, c'est que dans les années à venir, 2024, 2025, 2026, c'est pas tant la complexité des attaques qui va augmenter que leur volume. En fait, les attaquants vont pouvoir démultiplier leur capacité de nuisance justement en utilisant les LLM par exemple pour faire plus d'attaques sur un plus grand périmètre, mais pas forcément dans des notions plus complexes comme ce qu'on a pu voir avec les locksmithing. Donc ça, c'est l'état de l'art, on va dire aujourd'hui, de ce qu'on peut voir en termes d'IA et l'utilisation de la part des attaquants. Bon, la conséquence de tout ça, finalement, quand on se dit que les attaquants vont avoir plus de ressources pour faire plus de touch sur les infrastructures qu'ils ciblent, c'est que nous, par ailleurs, pour nous protéger, on a potentiellement moins de temps. En tout cas, que le temps est notre ennemi. Parce qu'on va devoir pouvoir répondre à toutes ces attaques avec des ressources qui sont les mêmes, voire qui se réduisent. Hein. Et on a quelques métriques qui ont été reportées par IBM, notamment dans leur rapport de 2023, avec par exemple une statistique assez intéressante, 65 jours, le temps moyen, le MTTR, le temps moyen pour réparer une vulnérabilité critique. 65 jours, c'est 65 jours de trop, évidemment, et 65 jours durant lesquels un potentiel attaquant va pouvoir exploiter cette vulnérabilité et extirper des informations ou déployer un ransomware, pourquoi pas. Donc le temps est le problème, et il faut que nous aussi, on puisse intégrer cette notion d'IA pour décupler nos capacités de défense, nos capacités de détection, nos capacités de remédiation, en tout cas, booster nos équipes en quelque sorte. C'est ce que LSWork essaie de faire. Notre approche est de dire, collectons le maximum de sources d'informations provenant de notre environnement. Alors des sources d'informations qui vont nous aider en termes de risque. Sommes-nous exposés à du risque?
Est-ce que mon environnement cloud est bien configuré? Est-ce que mes identités n'ont pas trop de permissions sur mon infrastructure? Voilà, on va essayer de collecter tout un tas d'informations, et notamment de vulnérabilités, bien sûr, hein, mais aussi en termes de menaces. Est-ce que je suis, en ce moment même, soumis à une menace avec un attaquant qui essaie de s'infiltrer dans mon réseau, dans mon infrastructure? Et donc là, on va collecter des notions de exécution de process, call d'API, utilisateur qui se logue sur une machine, par exemple. L'idée étant de savoir ce qui se passe sur son environnement. On veut se prémunir de risques, mais on veut aussi être en capacité de détecter ce qui se passe si quelque chose est effectivement en train de se passer. Et tout ça, eh ben justement, c'est là où on veut mettre une notion d'intelligence artificielle, parce que l'analyse humaine d'autant de sources de données est extrêmement complexe. Et donc, ce que LessWork veut faire, c'est faire de l'apprentissage de ces informations. Mais pas un apprentissage de machine learning, on va dire, traditionnel. Ici, on parle des objets mathématiques qu'on appelle les graphes, et comment on va essayer de comprendre l'environnement qu'on veut superviser en termes de relations entre tous les nœuds qui le composent, pour justement détecter l'anomalie comportementale, par exemple, d'identifiants qui ont été compromis, et d'un utilisateur qui se log alors qu'en réalité, c'est un attaquant qui essaye de faire des dégâts. Et tout ça pour remonter des alertes qui sont contextualisées et qui vont aider les équipes à agir plus rapidement et essayer de regagner du temps finalement sur l'attaquant qui, lui, utilise déjà l'IA et le LLM pour lui aussi faire des dégâts. Alors un petit exemple que j'ai voulu mettre pour représenter ça visuellement, parce qu'on parle beaucoup de concepts abstraits en quelque sorte, hein, tout ça est très théorique. Bon, et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, à quoi ça ressemble ce réseau de graphes qu'on essaie de modéliser. Ça, c'est l'infrastructure d'un environnement donné, mais la compréhension que le LessWork en a de sa vision stable, en quelque sorte. Quelles sont les relations entre les différents nœuds qui la composent, et surtout, quelles sont les anomalies qui potentiellement vont se produire. On les représente visuellement, en rouge, là, comme ça, mais ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir les représenter dans les alertes qu'on va envoyer au SOC, ou aux responsables, en tout cas, de la cybersécurité. Donc cette analyse comportementale, elle est vraiment intéressante pour comprendre à partir de quel moment on sort de ce qui est la normalité d'un environnement donné. La normalité d'un client A qui n'est pas forcément la normalité d'un client B. Et donc là, on voit très bien hein, les connexions potentiellement d'un container qui d'habitude, lui ou l'un de ses pairs, ne se connecte jamais à un endpoint donné. Donc ça, c'est intéressant. On peut le revoir visuellement de la sorte. Mais en réalité, ce qu'on veut, hein, c'est ce que je venais de dire, c'est avoir cette représentation dans des alertes qui vont être contextualisées en disant, eh ben voilà, LessWork, nous, on a réussi à agréger tout un tas de signaux faibles qui, mis bout à bout, semblent indiquer qu'il y a une compromission d'une machine, par exemple. On n'en a pas la certitude, mais il y a un faisceau de présomptions, d'éléments vraiment factuels, ouais, l'exécution de lignes de commande, du discovery dans l'environnement AWS, l'exécution de process dans un environnement Kubernetes. Voilà, tout ça mis bout à bout semble indiquer qu'il y a une compromission de compte. Et là, c'est le SOC, c'est les humains qui vont prendre le relais pour investiguer et confirmer ou non cette hypothèse. In fine, c'est l'humain qui doit prendre la décision, mais il faut qu'on lui prémâche le travail, en quelque sorte. Qu'on lui mette à disposition une alerte qualifiée, un peu ce que pourrait faire un analyste de niveau 1, finalement, en quelque sorte. Donc ça, c'est pour la partie réduction du bruit. L'attaquant a des capacités démultipliées pour avoir un pouvoir de nuisance, et ben nous, on a des capacités démultipliées pour réduire le volume d'alerte. Ça, c'est un élément, mais ce qu'on veut aussi, c'est donner la capacité aux analystes de mieux comprendre ce qu'ils regardent. J'essaie juste d'afficher la deuxième petite vidéo. Donc ici, on est dans le bac événement LessWork, où on a l'ensemble des alertes. Et si j'arrive à l'afficher, voilà. Et donc ici, on va pouvoir filtrer sur les alertes qui nous intéressent, les alertes les plus critiques, bien sûr. On va pouvoir les filtrer par sévérité ou par tout un tas d'autres indicateurs en termes d'infrastructure. Est-ce que je veux regarder mon environnement AWS, mon environnement GCP? Est-ce que je veux détecter des potentielles exfiltrations de données, par exemple? Bon, peu importe. Mais sur chacune de ces alertes, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir de l'aide avec un assistant auquel je vais pouvoir poser des questions. Des questions pour mieux comprendre ce que je regarde et comprendre la sévérité de l'alerte que je suis en train de regarder. Parce que tout le monde n'est pas, un expert en cybersécurité, deux, potentiellement un expert en cloud. Là, je suis dans mon environnement GCP, je crois, non, AWS en l'occurrence.
Et donc lui poser des questions pour qu'il comprenne mieux, l'humain comprenne mieux ce qu'il regarde. Donc il dit, ici je lui pose la question, hein, pourquoi cette alerte est importante? Et j'ai envie de dire à la manière d'un LLM comme un autre, Lacework va répondre une réponse, j'ai envie de dire, humainement compréhensible. Voilà, il me dit, en règle générale, le chiffrement de votre base de données est une pratique recommandée pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données. Si votre base de données est compromise, le chiffrement peut empêcher un acteur malveillant d'accéder ou de comprendre ou de compromettre les données. Donc ici, voilà, je pose une question, pourquoi cette alerte est importante? L'assistant va m'expliquer pourquoi je serais bien avisé de chiffrer ma base RDS pour que si quelqu'un arrive à l'extraire, il ne puisse pas la déchiffrer et regarder les données qui sont à l'intérieur de cette base. Et puis je peux aller plus loin, je peux avoir envie de lui dire, bon, bah, très bien, tu m'expliques pourquoi c'est important, pourquoi je dois prendre une action, mais finalement, comment je peux corriger ça? Et donc je lui demande, bah, est-ce que tu peux me fournir le bout de code, le code d'infrastructure, hein, l'infrastructure as code, qui va permettre de changer cet état de non chiffré à chiffré simplement. Et donc là, bah, là aussi, l'assistant va générer le bout de code que je pourrais utiliser dans mon environnement pour être plus conforme par rapport aux politiques de bonnes pratiques de sécurité, pardon. Et donc ça, je vais pouvoir l'utiliser avec les quelques variables à changer pour que ça corresponde à mon environnement et repasser dans un état conforme à ces politiques de sécurité. Donc voilà, là aussi, on pensait au départ aux attaquants qui utilisent le LLM pour se faciliter la vie et être plus efficaces dans leurs attaques. Et ben nous, du point de vue de la défense, on peut aussi utiliser le LLM pour prendre des actions et des décisions plus rapidement et de façon mieux informée, en quelque sorte. Voilà, avant de terminer cette session, je ne pouvais pas partir, entre guillemets, sans faire parler un petit peu de Dora Ennis. Hein. C'est un peu la thématique de ce InCyber 2024. Il y a plein de sessions qui iront certainement beaucoup dans le détail là-dessus, donc je ne vais pas faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, et j'ai pris quelques extraits que vous pourrez regarder peut-être dans le replay, ce qui est intéressant avec le NIS2 et Dora, c'est qu'elles disent toutes les deux les mêmes choses, ces deux directives et réglementations. C'est que les États membres de l'UE vont devoir aller vers l'utilisation de l'IA pour décupler les capacités de détection et de remédiation. Ça, c'est écrit textuellement dedans, hein, dans Nice. The use of any innovative technology, including artificial intelligence, the use of which could improve the detection and prevention of cyber attacks. Donc voilà, ça fait partie de la directive. Allons vers l'IA pour décupler les capacités de détection et de remédiation. Et Dora, qui est une réglementation plus spécifiquement pour le secteur bancaire, ne dit pas quelque chose de différent et va même plus loin en disant qu'il va falloir être en capacité d'avoir une approche comportementale de la menace. Détecter les comportements anormaux, les déviations de comportement pour justement pouvoir prendre des actions de remédiation le plus tôt possible. Voilà, c'est bien ça qu'on essaie de faire en tout cas. Et bon, bah, voilà, ça va dans le sens de l'histoire. NIS2 et Dora sont là pour pousser les acteurs à adopter cette technologie, non pas pour se faire plaisir, hein, mais parce que ça va vraiment décupler nos capacités de réaction à la menace. Voilà, je vous remercie.